L'histoire se déroule dans les années 1970 et commence avec un garçon nommé David Larry qui court dans le petit quartier de Hastings, dans le Minnesota. Cela ressemble au comportement typique d'un enfant, sauf qu'il a une expression de terreur authentique sur le visage. Dans ce monde, il n'y a que deux types de personnes, les chasseurs et les proies. David est l'une des proies. De l'autre côté, apparaît son pire cauchemar, Roscoe, un jeune garçon énorme et malveillant surnommé Fan, Croc, à cause de sa dent pointue. Il semble que David ait réussi à humilier Roscoe pendant un cours d'orthographe, ce qui ne plaît pas du tout à Roscoe. En réponse, le tyran lui demande de dire « cheese » avant de le frapper au visage. Couvert de bleu, David est obligé de se présenter pour la séance photo. Plus tard, sa mère utilise cette photo pour remplacer une autre où il a été battu. Au moins, il n'est pas le seul victime, car ses amis subissent le même sort. L'un d'eux est Wolf, un garçon qui a une étrange passion pour mettre le feu aux choses. Un autre est Gary, un petit garçon potelé qui pense qu'il n'y a que deux groupes alimentaires, la viande et tout le reste. Le dernier membre du groupe est Allen, le seul enfant noir de la ville qui a un talent particulier pour se fourrer la main entière dans la bouche. Après s'être réunis, les quatre enfants sont stupéfaits par Victoria, la plus belle fille de leur classe, qui les fait saliver rien qu'en les saluant. Le lendemain, David joue avec son personnage, un motard audacieux et courageux, l'exact opposé de lui. Lors d'une de ses courses, le jouet est intercepté par Roscoe, qui le décapite et le jette dans la rivière. L'école n'offre pas non plus de refuge sûr, car le tyran l'immobilise au sol pour le frapper, tandis que tous les autres l'ignorent par peur. Plus tard, les élèves observent le rocher lunaire, que Roscoe observe avec un intérêt particulier. Lorsque les élèves quittent l'exposition, un enseignant commence à flirter avec le gardien des pierres, tandis que Roscoe observe de loin. Quelques minutes plus tard, la pierre disparaît, provoquant la panique à l'école. Sur le chemin du retour, le protagoniste passe le long de la rive du fleuve, où Roscoe admire sa nouvelle acquisition, la pierre de lune. Pour des raisons évidentes, David préfère le laisser tranquille et rentrer chez lui, où ses parents l'informent qu'il déménage dans un autre état pour le travail. C'est une grande nouvelle pour lui, alors il commence à faire ses valises avec enthousiasme. Cependant, avant de partir, il veut se venger de Roscoe, alors il dit au directeur que Roscoe a volé la pierre. Alors que David quitte la ville, il voit son ennemi juré se faire arrêter par la police. L'avenir du protagoniste semblait prometteur. Même si, 26 ans plus tard, nous le retrouvons en tant qu'écrivain raté dont personne n'achète les romans. Pire encore, les gens le prennent pour un employé de la librairie et lui demandent où se trouve la section Stephen King. En tant que père divorcé, David doit s'occuper de l'éducation de son fils Ben, un garçon rebelle qui ne fait que causer des problèmes à l'école. Juste au moment où David pense que le reste de sa vie sera comme ça, il reçoit une lettre de son ancienne école secondaire, qui lui demande d'enseigner l'écriture créative pour le semestre d'automne. C'est l'occasion idéale de prendre un nouveau départ. Bien que David soit enthousiaste à l'idée de retourner dans son ancienne maison à Hastings, son fils a du mal à s'adapter. En partie parce que ce sera le nouveau garçon de l'école et qu'il ne veut pas que son père l'accompagne. Malgré tout, David entre dans son ancienne école secondaire avec la même excitation qu'un enfant et remercie la bibliothécaire de l'avoir indirectement inspiré à devenir écrivain. En échange, le bibliothécaire lui demande de rendre le livre qu'il a emprunté, puis David conquiert rapidement ses nouveaux élèves en leur expliquant comment distinguer une bonne histoire d'un mensonge. Après tout, c'est le but de la fiction. Après le cours, David se rend dans la salle des professeurs où il retrouve Victoria, qui enseigne désormais l'éducation sexuelle. Comme elle doit donner un cours, ils n'ont pas beaucoup de temps pour discuter, mais ils ont l'intention de rattraper le temps perdu plus tard. Pendant ce temps, Ben rencontre Kirby, un garçon qui pourrait très bien être la réincarnation de David, car il est la cible de tous les tyrans, et Ben est l'un d'entre eux. Après le conflit, David est convoqué dans le bureau du directeur, où il rencontre Ross, le père de Kirby, un professeur de menuiserie un peu timide mais gentil. Après la rencontre, les deux pères continuent à parler comme des amis, jusqu'à ce que David remarque quelque chose de bizarre dans le sourire de Ross, il a une dent pointue, c'est vraiment Roscoe, son pire cauchemar. C'est à ce moment-là que l'homme se souvient qu'il ne s'est pas encore présenté officiellement, même si avant que David puisse dire son nom de famille, l'alarme incendie se déclenche. Cette nuit-là, le vieux groupe se réunit au bar du coin, où David confirme que Gary est toujours en surpoids et qu'Allen arrive toujours à se mettre le poing dans la bouche. Leur conversation se tourne vers Roscoe, qui, selon ses amis, a été envoyé dans un terrible centre de redressement pour avoir volé la roche lunaire.
Après des années passées dans cet endroit, il a découvert que ses parents avaient quitté la ville, et il a grandi dans un orphelinat. Tout cela explique pourquoi il est si différent maintenant. En parlant de l'ancien tyran, il est en train de rentrer chez lui en ce moment même, où ses enfants désobéissants font des ravages et où sa femme se plaint de son salaire médiocre. Le seul qui lui donne un répit est le petit Kirby, qui lui montre qu'il fait ses devoirs pour Monsieur David. Dès que Roscoe entend ce nom de famille, son visage prend une expression étrange car son victime préférée est de retour. Le lendemain, Roscoe commence à suivre David dans les couloirs de l'école, jusqu'à ce que David lui fasse remarquer qu'ils sont maintenant des adultes et qu'ils ne devraient pas continuer à jouer à ces jeux d'enfants. En réponse, Roscoe lui tend simplement le stylo qu'il a fait tomber, mais dès que David le prend avec regret, Roscoe sourit pour lui montrer sa dent pointue. À partir de ce moment, David se rend au travail en se sentant paranoïaque, même si son ennemi juré est introuvable. Puis il tombe sur Kirby, qui est suspendu à l'intérieur de son casier grâce à Ben. Pour réparer ce que son fils a fait, l'enseignant raccompagne Kirby chez lui. Partager des conseils pour échapper aux brutes. Ils discutent amicalement jusqu'à ce que le père de Kirby, Roscoe, apparaisse et menace David comme il l'avait fait auparavant. David, terrifié, s'enfuit dans les bois tandis que le tyran se moque de sa propre blague. De retour en ville, le protagoniste rencontre Victoria, qu'il invitait au bal de l'école, une invitation qu'il souhaite depuis l'âge de 9 ans. Au bal, David est complètement concentré sur son rendez-vous, tandis que Ben et ses amis cherchent Kirby. Alors qu'ils vont chercher de la punch, ils trouvent Roscoe juste à côté, alors David fait tomber le verre de Victoria de ses mains parce qu'il pense que la punch est correcte. Ce faisant, David passe du statut de professeur le plus cool à celui de plus grand rabat-joie, décevant son fils. Furieux, David affronte Roscoe, qui soutient que Victoria entravait leur relation personnelle, car le retour de son victime préférée a ramené Joy dans sa vie. Sur le chemin du retour, David rencontre Ben qui se rend à la gare routière pour aller vivre avec sa mère. David lui rappelle qu'ils ne savent même pas où elle est et que l'épouser a été une erreur dès le début, même si au moins cela lui a permis d'avoir Ben. Il dit à Ben que c'est la meilleure erreur qu'il ait jamais faite. De retour à la maison, Roscoe élève la voix pour la première fois depuis longtemps, allant même jusqu'à jeter la télévision dans le lac pour ne plus être distrait. Sa femme trouve cette nouvelle attitude si attrayante qu'elle veut faire l'amour, alors il chasse les enfants de la maison pour éviter les interruptions. Le lendemain, Roscoe se présente à l'école avec le même caractère. L'un des brutes lui manque de respect et le professeur d'atelier menace immédiatement de lui fracasser le visage avec un énorme disque abrasif. Il prévient que tous subiront le même sort s'ils ne suivent pas ses règles. Pendant ce temps, Kirby est amené par Ben, qui devrait le frapper, mais cette fois, l'adolescent refuse de lui faire du mal. Kirby lui-même ne comprend pas pourquoi Ben l'a laissé partir, et Ben dit qu'il n'a pas encore surmonté la séparation de ses parents. Pendant ce temps, Roscoe prépare des pièges dans le bureau de David. David glisse sur le sol, tombe de sa chaise et se couvre d'une substance noire lorsqu'il essaie d'utiliser son téléphone. Furieux, il décide de se venger de son ennemi. Roscoe le fait trébucher dans un couloir, mais David lui fait la même chose quelques instants plus tard, le tout devant leurs enfants qui viennent de devenir amis. Finalement, David parvient à voir le directeur pour dénoncer le comportement de Roscoe. Cependant, le directeur se range du côté de Roscoe en raison de son ancienneté dans l'école et menace de trouver un remplaçant à David, affirmant que son comportement paranoïaque effraie les élèves. Déterminé à arranger les choses, David convoque son ennemi sur la vieille balançoire ce soir-là. Là, Roscoe avoue avoir toujours tourmenté David dans l'espoir qu'il réagisse enfin, mais David souligne qu'il s'est défendu une fois, lorsqu'il a dénoncé Roscoe pour avoir volé le rocher lunaire. C'est précisément pour cela que Roscoe a perdu son enfance, alors il frappe son ancien victime Allen avec la balançoire et commence à le poursuivre. David essaie de se cacher dans l'atelier de l'école, tandis que Roscoe décrit la cruauté subie en maison de correction, où il a été traité comme un délinquant mineur. Lorsque Roscoe trouve enfin sa cible, il tire une pile de clous en direction de David, mais l'outil se détache, donnant à David une chance de s'échapper à nouveau. Dans la salle de sport, David grimpe sur une corde pour se cacher, mais Roscoe commence à la brûler. David n'a pas d'autre choix que de grimper sur les poutres et de s'échapper par la fenêtre du plafond. La poursuite se poursuit dans les bois, où Roscoe glisse et son pied reste coincé sous un rocher. David en profite pour continuer à courir, mais sur le pont au-dessus de la cascade, il aperçoit sa silhouette décapitée. Il doit la venger. Armé d'un bâton de bois, David affronte enfin le tyran. En essayant d'éviter les oscillations, Roscoe finit par tomber de la cascade.
Rongé par la culpabilité, David décide de se rendre à la station de police, mais Wolf l'intercepte, promettant d'effacer toutes les preuves. Lorsque David rentre chez lui, il trouve son fils qui regarde la télévision avec Kirby, qui lui demande où est son père. Alors que David essaie de s'endormir, Roscoe, qui a survécu à la chute, fait irruption dans la pièce, désireux de continuer à se battre. Au milieu de ce conflit, leurs enfants font remarquer qu'ils ont réussi à résoudre leurs différends, alors le père devrait faire de même. Cela les calme et ils commencent à parler comme des adultes rationnels. Roscoe admet avoir volé le rocher lunaire parce qu'il voulait devenir astronaute, même s'il savait au fond de lui que c'était impossible. David lui répond de ne pas se sous-estimer, car Kirby est la preuve vivante qu'il est un excellent père. David remarque ensuite que la dent de Roscoe est cassée. Roscoe répond que Fan est parti pour toujours. À la fin de l'automne, nous voyons David faire ses valises pour déménager à New York. Victoria le salue d'un baiser, espérant le revoir là-bas. Roscoe vient également saluer David, lui offrant une toute nouvelle peluche. David serre la main de l'homme qui était autrefois son pire cauchemar, mais qui est maintenant un grand ami. Cependant, Roscoe commence à le poursuivre dans la rue avec son camping-car et sa famille.